Je propose que nous démarrions euh, pour pour vous remercier de votre ponctualité et puis toute l'équipe IFM et IKEA se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. On est très heureux aujourd'hui de vous faire partager cette étude en remerciant une nouvelle fois l'équipe du défi et puis l'ensemble des fédérations de nous avoir fait confiance, de nous avoir challengés et d'avoir largement contribué à la réalisation de cette réflexion qui s'est amorcée depuis le mois de janvier, qui a évidemment intégré dans sa réflexion la crise que nous connaissons tous, et avec cette idée, depuis le départ, de réaliser pour l'ensemble des fédérations et le défi, et je laisserai Clarisse et Pierre-François peut-être dire un mot dans quelques secondes, un enjeu qui était clair, en tout cas dans la façon dont cette étude souhaitait être amorcée pour le secteur, c'était véritablement de créer un bien commun pour l'ensemble de la filière, avec un point d'entrée qui était d'assumer que le monde évoluait sans cesse, la mode évoluait sans cesse, avec sa capacité à traverser les crises, à se mobiliser, à se réinventer. Et dans un monde qui s'accélérait, avec cette idée d'avoir, au-delà des modes de consommation qui bougeaient, des modèles économiques qui bougeaient également dans la mode, qui permettaient à certaines marques historiques, entre guillemets, de se transformer, et puis à de nouveaux acteurs d'émerger, et tout ça de manière très protéiforme, très diversifiée, donc sans aucun déterminisme, mais avec à chaque fois cette capacité, au-delà de se réinventer et je dirais, de vendre du rêve à des consommateurs, de pouvoir aussi aboutir à des équations économiques pertinentes et gagnantes. Du coup, je dirais que l'objectif de cette étude, c'était bien d'identifier les voies et les moyens de réinvention, avec ce souci très fort exprimé par chaque représentant de fédération et puis de Clarisse, de vraiment vous apporter une grille de lecture qui se voulait d'une part inspirante et éclairante sur l'ensemble des thématiques, mais aussi très opérationnelle et extrêmement utilisable pour vous et vos équipes, avec une traduction très concrète de ce que voulait dire un modèle gagnant dans la mode aujourd'hui en termes de composantes opérationnelles, mais également en termes de composantes économiques. Alors, on a fait le choix d'avoir cette logique-là hein, à travers l'ensemble de l'étude. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vous en présenter un petit extrait. Je vais vous expliquer un peu les modalités de présentation de ce soir. Et surtout, n'hésitez pas, on prendra le temps de pouvoir réagir et d'échanger à l'issue d'une petite heure de présentation. Avant de laisser la parole à Clarisse et Pierre-François, peut-être en termes de modalités pratiques, donc on est sur un rythme qui est devenu presque hebdomadaire hein, depuis le 30 juin, puisqu'on a eu le lancement le 30, un premier zoom sur le segment du mass et du mid la semaine dernière, et puis ce zoom aujourd'hui qui vous est consacré sur l'affordable luxury. On terminera par un zoom sur les marques de création la semaine prochaine. Et puis, en septembre, une approche plus dédiée aux thématiques versus les modèles. En termes de mode de fonctionnement, ce que je vous invite à faire, c'est d'éteindre vos micros pendant cette présentation qui va durer à peu près une petite heure, de ne surtout pas hésiter pour le coup à intervenir et à réagir sur le fil de la conversation que nous pilotons et sur lequel nous réagissons en direct. Et puis, on se garde du temps pour ceux qui le peuvent à l'issue de cette séquence de présentation que je vais faire avec Laure et Grégoire pour pouvoir aussi répondre à vos questions et puis mettre en perspective ces éléments-là par rapport à vos expériences et puis au point de questionnement que vous pourriez avoir. Peut-être Pierre-François, Clarisse, je vous laisse la parole pour quelques secondes, quelques minutes. Merci Céline, merci beaucoup. Il y a 20 ans maintenant, j'étais étudiant à l'IFM et sous la direction de Didier Grabach, j'ai réalisé une étude sur les modèles économiques des marques de création. Didier Grabach n'était pas encore président de la Fédération de la haute couture, mais je gardais en tête ce petit travail qui m'avait conduit dans pas mal de pays européens pour comprendre comment ces marques gagnaient de l'argent ou parfois comment elles en perdaient. Et il y a 4 ans, quand j'ai été élu au défi,
avec Clarisse, on a beaucoup échangé sur ce sujet. Il nous a fallu du temps pour rallier l'ensemble des fédérations professionnelles à ce sujet extrêmement important des modèles économiques dont on voit bien qu'ils sont extrêmement hybrides et qu'il n'y a aucun modèle qui sort tout seul du lot. Hein. Il y a plein de modèles gagnants en fonction des positionnements des marques et des entreprises. Et donc, je suis très, très heureux, bien sûr, de voir le succès extraordinaire et l'audience extrêmement importante que tous ces webinars ont. Cette étude, au total, entre le défi, le site de notre fédération, a été téléchargée déjà un peu plus de 1000 fois, 1500 fois, je crois. Donc, merci à vous, Céline, au cabinet KEA. Merci beaucoup à l'Institut français de la mode également d'avoir bien réalisé tout ce travail extrêmement important, hein, puisque plus de 40 entrepreneurs ont été interviewés et plus de 300 marques ont été analysées. Et merci enfin au défi qui a financé cette étude. Et c'est important, le financement à trouver quand il faut réaliser un travail ambitieux. Donc, ma chère Clarisse, je te passe la parole. Merci encore. Merci beaucoup Pierre-François. Alors moi, je voudrais dire et redire combien cette étude est absolument inouïe, extraordinaire. Il n'existe pas, j'allais dire, d'équivalent, et je crois qu'on peut le dire dans le monde, d'une étude aussi importante qui touche tous les segments de la mode et qui a une telle profondeur d'analyse. C'est un travail collectif considérable. Évidemment, comme l'a dit Pierre-François, les fédérations, l'expertise des fédérations, le défi lui-même, mais aussi tout le travail. Et là, je tiens à saluer KEA et l'IFM. Céline est là, Igor Ched est là, Rémi Philippe de KEA sont là. Et je crois que du côté IFM, il y a Grégoire Orphanos et Franck Delpal, si je ne me trompe pas. C'est un travail absolument inouï. Et cette étude est fabuleusement intéressante. C'est une étude pour agir, hein, pour vous les marques, agir, vous inspirer et agir. Ça, c'était un impératif du défi. C'est un peu l'ADN du défi, d'être pragmatique, d'ouvrir des pistes. Les éclairer, vous trouvez dans cette étude des chiffres, des exemples qui permettent véritablement de repenser son évolution, son rayonnement d'entreprise. Alors cette étude, comme vous l'a dit Céline, on a commencé à y travailler en janvier, mais nous, j'allais dire, avec les fédérations, nous y avons pensé il y a déjà quelques mois. Évidemment, personne n'imaginait que quelque chose aussi incroyable que l'épidémie du Covid pouvait survenir. Et nous devons dire que cette épidémie du Covid ne fait qu'accélérer les tendances que nous voyions, j'allais dire, dans tous les segments. C'est une accélération absolument incroyable du temps. En 3 mois, j'allais dire, l'accélération est équivalente à 3 ans, je vais dire, d'évolution des marques. Donc, effectivement, cette étude, il faut vous y plonger de façon effectivement très approfondie, avec une première partie qui est sur les grandes thématiques essentielles de la mode aujourd'hui, et la deuxième partie que chaque entreprise, pour chaque taille, aille dans sa partie déjà, voir si, ce qui est important, quels sont les critères, quels sont les indicateurs qu'on peut relever dans leur propre segment. Donc maintenant, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors pour continuer juste et vous donner quelques clés de lecture par rapport à cette étude, donc effectivement qui est téléchargeable hein, sur l'ensemble des sites de la fédération et du défi. Donc Clarisse évoque le fait qu'elle est bien articulée en 2 parties. Pour ceux qui ont envie de s'y plonger de manière modérée ou immodérée, juste quelques clés de lecture. On a volontairement intégré plusieurs niveaux de lecture hein, dans le cadre de l'étude, et vous verrez pour chacun des chapitres, vous aurez un certain nombre de pictos avec des idées clés à retenir. Donc, si certains veulent une lecture extrêmement traversante, sachez que sur chaque section, vous avez un résumé. Vous avez des zooms d'illustrations de marques, d'enseignes qui,
pour certains sujets, nous paraissent très éclairantes et volontairement, ce sont des pépites, mais qui sont des pépites par rapport à certains axes de réflexion. Vous avez des fiches pratiques, notamment avec cette idée pour chacun des sujets de pouvoir vous donner des outils de mesure, des grilles d'analyse tout à fait capables d'être activés, quelle que soit votre taille et quelle que soit la maturité du sujet. Et puis, des schémas de synthèse en un clin d'œil et également pour les acteurs soit qui démarrent la réflexion d'une problématique, soit qui démarrent tout court et qui sont plutôt en phase de création ou d'accélération, des approches au terme de premier pas. C'est par quoi on commence quand on démarre, par exemple, si je donne un exemple concret, des réflexions sur la data. Voilà. Dernier élément méthodologique, et je m'arrêterai là, cette étude, elle serait rien sans vous. Et on a évidemment volontairement souhaité mettre les dirigeants et les parties prenantes du secteur en première ligne hein, dans notre réflexion. Donc, on a réalisé concrètement une quarantaine d'entretiens avec l'ensemble des parties prenantes, donc dirigeants de marque, mais également personnes impliquées sur le financement et les investissements dans notre secteur, en particulier quelques fonds d'investissement. Je voulais particulièrement remercier puisqu'ils ont été éclairants dans la réflexion sur le segment du luxe abordable. Sébastien Rochier de 1083, Pierre Arnaud, Grenade pour Bâche, Eduardo Velasco de El Caterton, Benoît de Bonne Gueule, Alexandre Fauvet de Fusalpes, Olivier Josso et Sybille pour les Galeries Lafayette dans un regard particulier sur la partie marque créative, Andrea pour la marque Gagny, et puis Carole pour Sunco. Donc merci à eux du temps qu'ils nous ont accordé. Concrètement parlant, ils ont nourri la réflexion dans leur regard sur le secteur, puis également leur retour d'expérience. Et notamment Frédéric Bius, hein, par exemple, d'expérience, qui a pu un peu nous faire toute une mise en perspective, et merci à lui, sur les marques créatives qu'il a pu accompagner et la façon dont il voyait les enjeux et surtout les nouvelles caractéristiques des nouvelles générations de marques créatives que Grégoire approfondira dans les prochaines minutes. Pour donner du corps et pour donner aussi de l'objectivité à ce travail, on a volontairement fait le choix aussi de pouvoir s'adosser à des données financières publiées, qu'elles soient publiées en France ou à l'international, avec un travail aussi de pouvoir décortiquer des comptes d'exploitation pour vous apporter des clés de lecture en termes de profil économique. Et donc, pour ce faire, on a tamisé dans une première vague plus de 300 marques qu'on a regardé aussi volontairement en dynamique historique. Ça, je pense que c'est un point extrêmement intéressant de regarder les dynamiques plutôt que des photos figées, ce qui nous a permis de faire émerger des modèles gagnants et puis de caractériser ces modèles. Et puis évidemment, ce travail, il est enrichi de nos publications respectives IFM et Kea et puis de l'ensemble des recherches ad hoc dans la presse spécialisée. Et une fois de plus, avec ce souci de regarder ça en dynamique pour pouvoir se dire au fond, une marque dans l'ensemble des segments de marché, et le vôtre en particulier, je pense que c'est un point extrêmement caractéristique de votre segment, qui est cette capacité à sécuriser des premiers paliers et de pouvoir développer les moyens humains, financiers et opérationnels pour accélérer les montées en puissance. Donc, ça sera tout l'objet de la démonstration de Grégoire et d'Igor dans un instant. Avant de leur laisser la parole, peut-être que ce qui nous semblait intéressant, c'était de pouvoir aussi vous faire partager ce qui ressort en termes d'enseignement, je dirais d'enseignement général, en un clin d'œil, et ce pour l'ensemble des acteurs, petits comme grands acteurs, jeunes entrepreneurs ou marques installées depuis une triple décennie, du mass jusqu'aux maisons de création. Et en fait, ce qui nous a vraiment interpellés, que ce soit à travers les regards de dirigeants, mais aussi les chiffres, ça a été de mesurer à quel point on avait des enseignements qui étaient finalement extrêmement convergents, et ce, quelle que soit la richesse, l'hétérogénéité des marques, mais également la pluralité des modèles économiques. Premier point, ce qui ressort vraiment massivement des entretiens, c'est qu'aujourd'hui, on a des dirigeants qui soulignent très fortement l'absolue nécessité de sécuriser des prérequis qui sont des fondamentaux aujourd'hui à tout modèle gagnant. Alors, ces prérequis, ce sont évidemment un travail fort sur
la singularité, la proposition de valeur et la clarté de la cible client qui permet aujourd'hui, je dirais, de passer d'une expression de contenu de marque et de sens au-delà du produit. Alors, ça, évidemment, très fortement exprimé par des marques de votre segment, mais également les maisons de création. Mais je dirais, point d'inflexion très intéressant, c'est que les modèles les plus génériques et les marques les plus transversales et les plus accessibles ont largement pointé du doigt ce fait que ça devenait aussi également pour eux un prérequis. Le deuxième prérequis, c'est la capacité d'un concept et d'un modèle à pouvoir s'ouvrir à l'international. Je reviendrai là-dessus et puis la démonstration sera faite par Igor et Grégoire qu'aujourd'hui, très concrètement, il y a un seuil minimum d'activité internationale qui donne un vrai point d'appui à l'accélération du modèle. Et le point, je dirais le troisième point majeur, c'est un point qui a été souligné, pareil, de manière extrêmement forte sur la capacité à pouvoir sécuriser pour son actif l'excellence opérationnelle et le fait de pouvoir fédérer une équipe autour d'un certain nombre d'indicateurs stratégiques de suivi, de résultats et d'efforts qui aujourd'hui semblent être, en tout cas dans je dirais la façon dont un prérequis qui peut être parfois un petit peu plus faible que les autres. Le deuxième point de convergence, ce sont les thématiques. Donc, les thématiques qui regroupent les paramètres des nouveaux modèles gagnants. Vas-y, Igor, tu peux. Donc, ça prend un petit peu de temps, excusez-moi, il y a un peu de latence. Ce sont 5 thématiques que vous verrez qui sont approfondies dans la partie 1 du rapport, qui vont faire l'objet de webinaires à partir du mois de septembre. Et qui sont pour les dirigeants interrogés, vous voyez là les résultats du sondage, des éléments qui sont véritablement des priorités stratégiques. Alors, vous voyez qu'on a adressé 2 questions. Première question, c'est: ce thème est-il un sujet stratégique? Et deuxième question, avez-vous amorcé des changements sur ce thème? On voit que la RSE et la stratégie data sont 2 enjeux absolument cruciaux, suivis par la refonte du modèle marchandise, avec au fond la thématique de la culture et de la dynamique de transformation un petit peu plus secondaire, et avec un vrai écart en termes de maturité sur les sujets innovation et technologie. Et si je regarde ces résultats à l'aune de votre segment, on est globalement cohérent avec ces résultats-là. Et je dirais que la partie innovation et technologie a un petit peu plus de maturité, un peu plus de priorisation sur les maisons de création et les modèles de masse. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir l'écart entre cette importance stratégique et le niveau de maturité. Comme vous pouvez le voir, on a la RSE qui a évidemment fortement mobilisé la totalité de l'échantillon sondé, au même titre que je dirais que… Et donc, avec vraiment cette idée d'avoir d'ores et déjà un certain nombre d'actions engagées. Et d'ailleurs, quand on a réenclenché la discussion à l'issue du Covid, on a bien vu que cette thématique, il y avait un effet cliquet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et donc, cette transformation, ces actions engagées n'étaient pas remises en cause aujourd'hui. Et là où vous voyez qu'en termes d'amorce et de degré de maturité, les sujets data et les sujets dynamiques de transformation, concrètement dynamique de transformation, ces réflexions sur les nouveaux modèles sont un petit peu plus en retrait, avec, de ma part en tout cas, un niveau de maturité sur la refonte du modèle marchandise que je trouve encore trop bas, puisqu'on est à peine à 2 tiers des répondants qui se disent avoir engagé cette réflexion, qui en tout cas constitue à nos yeux une absolue priorité stratégique. Je vois que le temps passe, je vais aller vite sur le troisième enseignement. C'est vraiment un point très très fort sur, au fond, les modèles gagnants qui émergent de l'étude, une fois de plus, quel que soit le segment de marché, ont véritablement 3 caractéristiques majeures qui sont vraiment prégnantes dans leur façon dont ça se décline en termes de modèle opérationnel et la façon dont ça se décline en termes de métriques. Un, c'est le niveau d'hybridation, avec cette idée d'avoir aujourd'hui des monomodèles qui sont largement challengés, voire à risque. Et c'est vrai que quand on va revenir sur votre segment de marché, on a des modèles qui ont une certaine pureté, qui aujourd'hui cherchent absolument à s'hybrider. Et vous verrez dans les nouvelles marques
de luxe abordable, on a véritablement cette recherche d'hybridation totale, que ce soit par rapport aux géographies, aux canaux de distribution, mais même aussi en termes de modèles de marchandises, ce qui permet de pondérer les risques. Et ça, c'est vrai que cette hybridation, ça traverse véritablement tous les segments et ça n'est pas l'apanage des blockbusters internationaux ou des grandes marques qui peuvent se payer cette hybridation. Le deuxième élément extrêmement marquant, c'est cette idée de, entre guillemets, d'être capable, quand les modèles les plus gagnants, entre guillemets, ont cette capacité à, entre guillemets, jouer de l'incertitude, de la volatilité du contexte dans lequel on évolue et de pouvoir jouer de cette capacité à être agile et à être alerte pour, au fond, mieux que les autres, raccourcir le temps et l'espace. Et ça se matérialise concrètement sur leur capacité à avoir une rapidité d'exécution. Et ça, on l'a vraiment mesuré dans la façon dont est organisé le sourcing, les bascules en proche import, grand import, le fait de jouer sur du pluri-engagement, le fait de travailler des modèles commerciaux avec une grande diversité de modèles de vente. C'est un véritable point de différenciation jusqu'à une flexibilisation quasi extrême, que ce soit sur des activités amont et des activités aval. Donc, ça, c'est un point, le décider le plus tard possible et agir le plus rapidement possible, qui sont deux éléments absolument différenciateurs. Et puis le troisième, et vous allez me dire, mais ça rejoint ce que j'ai déjà évoqué en termes de prérequis, c'est vraiment cette question de l'excellence de l'exécution, qui est alors là, pour le coup, très raccrochée à des notions de culture et de management. Ce qui est marquant dans les modèles gagnants, c'est le fait qu'au fond, on a à chaque fois ce rattachement à la personnalité du dirigeant, le type de pratique managériale et la façon dont, au fond, on emmène les équipes avec soit une culture du début qu'on a réussi à pérenniser, soit une culture qu'on a réussi à réinventer, mais véritablement, alors, générateur d'engagement et de fidélisation, mais surtout qui permet aussi une capacité d'autonomie et je dirais de responsabilisation des équipes. Et une fois de plus, dans votre segment de marché, on voit bien cet enjeu à un moment, à certains paliers, d'avoir la capacité à faire bouger les lignes et aussi à changer les modèles organisationnels et culturels. Le dernier enseignement que je voulais vous faire partager, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui vous concerne, c'est évidemment la question qu'on a adressée dans le cadre de l'étude, qui est, au fond, est-ce que les thèmes qu'on avait abordés, qu'on avait largement commencé à investiguer, caduques ou amplifiés à l'issue de la crise? On a plutôt une réponse en faveur de l'amplification. Et puis, deuxième question qui a été aussi posée, qui est, au fond, les changements de paradigme imposent de se re-questionner sur les fondamentaux et est-ce qu'il y a des facteurs de résilience très forts dans le cadre de cette crise? Et moi, je pense qu'il faut ce qui est ressorti de manière évidemment très forte, c'est d'une part la capacité à être fort en termes de gestion de cash et de pouvoir, entre guillemets, passer d'une lecture et d'une culture du pilotage de l'EBITDA à vraiment une conjonction de EBITDA et cash. Premier élément, je commence par le point le plus fort, et de pouvoir également travailler l'agilité des organisations, le financement de la croissance, avec cette capacité à variabiliser les coûts. Ça, c'est ressorti d'une manière extrêmement forte, ce qui re-questionne aujourd'hui les organisations, qui est comment j'arrive à me donner des marges de manœuvre pour rester solide, rester puissant, assumer et une raison d'être, tout en garantissant sur le plan économique une variabilisation plus forte de mes coûts. Voilà. Et avec de multiples exemples qui nous ont été partagés et qu'on vous a redonné dans le cadre de l'étude sur les champs sur lesquels des réflexions de variabilisation sont aujourd'hui tout à fait possibles et surtout tout à fait activables à court terme. Voilà, je dirais en synthèse, je dirais les enseignements majeurs. Avant de rentrer dans la caractérisation des modèles, donc comme je l'ai évoqué, donc dans un souci de profondeur et puis de pouvoir au fond rentrer véritablement dans les modèles gagnants, on a fait le choix de les regarder par segment de marché. Donc marque de création, segment premium et luxe abordable, milieu de gamme et entrée de gamme, avec un seuil minimum de chiffre d'affaires de 2 millions et des critères, j'ai envie de dire, des normatifs
qui était de pouvoir relever aussi des modèles avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires positive et puis un EBITDA positif depuis un certain nombre d'années. C'est ce qu'on appelle les modèles gagnants. Finalement, en fait, combinent ces 3 critères-là. Donc, les modèles gagnants qu'on va décrire par la suite ont forcément ces trois critères. Avec un point qui a été mentionné en introduction par Pierre-François et Clarisse, hein, qui est surtout, en fait, je pense l'intérêt de cette réflexion, c'était de sortir absolument des modèles univoques et de pouvoir justement se dire qu'au fond, quel que soit le segment de marché, il y avait une multiplicité de modèles gagnants qui existaient, avec des fondamentaux et un certain nombre de prérequis communs, comme que je viens d'évoquer, et où, avec, au fond, quelle que soit la taille, le champ des possibles est tout à fait ouvert et avec une vision, au fond, extrêmement positive de la capacité aussi à pouvoir construire ou reconfigurer sa marque pour l'orienter ou la réorienter. Alors, cette caractérisation, vous le verrez. Alors, nous, on va être très synthétique hein, dans le cadre de ce webinaire et on vous invite à vous plonger dans ce travail. On a une définition des caractéristiques. On vous redonne pour chacun des segments de marché des chiffres clés correspondant donc aux métriques fondamentales pour chaque modèle gagnant. Quand je dis métriques fondamentales, on balaye à chaque fois des aspects de mix de chiffre d'affaires, d'hypothèses de croissance à périmètre comparable. Quand je dis mix de chiffre d'affaires, c'est aussi bien France International que mix canal, bien évidemment. Et puis, un détail, je dirais, de la construction et de la structuration des coûts d'exploitation pour pouvoir faire émerger des hypothèses en termes des modèles avec des hypothèses en termes d'EBITDA. Avec, vous verrez, parce que je sais que la question nous est posée dans le cadre des webinars, 2 colonnes à chaque fois par modèle qui correspond à une fourchette min et une fourchette max. Voilà. Et puis le dernier élément, c'est la dynamique de croissance. C'est toujours... Donc, concernant votre segment, pour être tout à fait, on a pris à chaque fois un produit pivot. Donc, volontairement, pour tous les segments, on a pris la robe et la chemise. Donc, pour la robe, on a intégré donc, dans le segment premium et luxe abordable un prix moyen entre 100 € et 500 €. Donc là, on est en prix public. Avec cette idée d'avoir un segment qui se démarque dans sa proposition de valeur, avec un mix style, qualité, en étant dans les quartiles les plus hauts du marché, avant, je dirais, le seuil des marques de création qui démarrent à 500 € et plus, avec cette idée de pouvoir cibler et focaliser la proposition de valeur des acteurs du marché sur une cible CSP+, porteuse, je dirais, d'une aspiration à pouvoir conjuguer mode et puis portée quotidien, en ayant des marques garantes d'une reconnaissance soit statutaire ou soit une reconnaissance de style de vie ou de rapport à la mode. Voilà. Dans la façon dont on a caractérisé le segment, et vous verrez, on vous mettra, je dirais, le panel des marques sur lequel on a réfléchi. On a cette idée aussi d'avoir des acteurs, partie prenante en termes de tendance, et capables aujourd'hui de réinventer une expression créative, une singularité de marque, saison après saison, avec une multi-inspiration, que ce soit une inspiration de podium, une inspiration de rue, mais aussi des inspirations de nature plus artistique, qu'elles soient dans des sphères culturelles multiples, mais avec cette idée de pouvoir la rendre accessible et je dirais la redescendre, entre guillemets, dans un usage et dans une logique d'achat quotidien. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, volontairement une définition très simple, avec un exercice qu'on a fait pour chacun des segments et dans lequel, au fond, ce qu'on se propose, et je vais laisser la parole à Grégoire, c'est de pouvoir aussi vous apporter une présentation de ces modèles avec, au fond, trois grands types, j'ai envie de dire, de marques qui correspondent, au fond, à la construction
de ce segment-là et à la façon dont ce segment s'est sédimenté. Je ne vais pas faire un cours d'histoire du segment, mais c'est intéressant parce que nous, on l'a analysé aussi on les a analysés de manière spécifique. On a, depuis les années 70, évidemment, les blockbusters internationaux, pionniers du segment qui, depuis maintenant les années 70, ont su se réinventer en permanence. Et on verra à quel point leur mix canal a radicalement changé de wholesale à retail en passant par une hybridation complète et internationale aujourd'hui. Suivi dans les années 90 par, je dirais, nos marques françaises à succès que vous représentez en partie aujourd'hui, qui sont toutes les marques créatives des années 90 et qui, en 20 ans, plus de 20 ans pour certaines, ont fait un magnifique travail d'intensification de leur activité, qu'elle soit en France ou à l'international, avec cette idée d'un modèle pur au départ et extrêmement efficace qui est en train d'évoluer, de s'hybrider, et on le voit bien dans les évolutions, et c'est apparu de manière frappante en termes de niveau de seuil en termes d'activité, et puis de profil concret en termes d'EBITDA. Et puis, ce qu'on a appelé les nouvelles marques créatives, apparues, je dirais, depuis moins de 10 ans, et qui apportent aussi un souffle nouveau à ce segment de marché, de nouvelles approches, que ce soit des approches capitalistiques, commerciales ou opérationnelles, et qui, sans remettre en cause, on va dire, les blockbusters ou les marques créatives, démontrent aussi par elles-mêmes cette capacité de l'ensemble de la filière, mais aussi de ce segment-là à se réinventer. Volontairement, dans la présentation, on va démarrer par elles, pour pouvoir après remettre en perspective les marques créatives plus installées et puis de manière ultime les blockbusters internationaux. Grégoire, je te laisse la parole pour amorcer la caractérisation de ces nouvelles marques créatives. Merci Céline, merci pour cette introduction et pour cette remise en perspective historique. On a effectivement fait une étude de fond avec beaucoup d'inputs de la part des marques. Vous avez des illustrations des marques qu'on a pu étudier. Ce qui nous a intéressé dans notre recherche des modèles et définition des modèles gagnants, c'est de trouver des caractéristiques communes à toutes celles-ci. Dans ce segment, on a mis en exergue un certain nombre de points. Tout d'abord, ce segment de premium et d'affordable luxury est un segment très retailisé historiquement. On a aujourd'hui des marques qui peuvent faire jusqu'à 85% de leur chiffre d'affaires dans le retail. Un poids du e-shop propre qui monte aujourd'hui, et il y a cette vraie tendance de fond qu'évoquait Céline depuis 5 à 10 ans maintenant, un e-shop qui prend de plus en plus d'ampleur et qui peut représenter jusqu'à 20% du CA. On est aussi sur un segment qui est très normé en termes de coûts et notamment de COGS, c'est-à-dire les cost of goods sold, c'est-à-dire le prix de revient des produits vendus, et de tous les entretiens qu'on a pu faire, de tous les PNL publics qu'on a pu étudier. On s'est rendu compte que ces COGS représentent en moyenne 22% dans le PNL des marques. Ce qui nous a frappé aussi dans ces modèles gagnants, c'est qu'il y a une espèce de logique de frugalité qu'on a appelée une rigueur dans la tenue des coûts d'exploitation qui est très prégnante dès la création, avec dès le début l'appel au réseau des fondateurs pour aller chercher de l'aide, du service gratuit, de créer de la valeur gratuite. Et cette espèce de frugalité, ou en tout cas de tenue très, très importante des dépenses, elle se retrouve tout au long de la vie et des paliers des marques qu'elles franchissent au fur et à mesure. Et ça nous a paru très intéressant. Sur la partie distribution, on est sur un secteur qui se retailise très vite après un test en wholesale, qui va, dans un premier temps, accélérer très, très fortement sur sa retailisation. Pour les marques françaises, évidemment, sur le marché français, qui va être de plus en plus large, et on l'abordera dans les slides suivantes. Et puis un relais qui sera pris ensuite par l'international, avec une montée en puissance parallèle et tout au long de ces paliers du digital. Céline parlait tout à l'heure de Gagny, et je pense que c'est important de se dire qu'aujourd'hui, j'aime bien cette citation d'Andrea Baldo, le patron de Gagny, qui dit aujourd'hui, de toute façon, pour croître de manière globale, il faut être un peu channel agnostique, c'est-à-dire que tous les canaux de distribution sont bons.
On a sur la base de et au cours de cette étude, à la fois avec tous les enseignements qu'on a pu tirer de nos entretiens et puis des études financières qu'on a pu faire, créé ce schéma qui, pour moi, qui évolue depuis déjà de nombreuses années dans la mode, je crois que je l'avais jamais vu, ou en tout cas, il n'avait jamais été créé. C'est sur la base des chiffres et des données des marques créative du segment luxe abordable, une espèce comme ça d'historique ou de best case scénario de quel est le comportement et quels sont les paliers à franchir pour être un modèle, quand on est un modèle gagnant sur ce segment de marché. Ce qui est intéressant de voir, c'est que à l'entropie près des 3-4 premières années qui peuvent afficher les EBITDA négatifs, très très vite, les marques sont rentables avec un niveau d'EBITDA qui reste relativement stable tout au cours de toute la vie des entreprises, entre 15 et 20%. Donc ça, c'est le premier point et c'est une caractéristique très, très importante de ce secteur. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un secteur dans lequel la croissance de chiffre d'affaires est très importante. Et par rapport à vos collègues d'entrée et milieu de gamme à qui on a présenté cette étude la semaine dernière, eux mettent, par exemple, pour vous donner une idée, entre 25 et 30 ans pour atteindre, entre 30 et 35 ans, pardon, pour atteindre 300 millions de chiffre d'affaires. Sur le segment premium et luxe abordable, il n'en faut que, entre guillemets, entre 22 et 25. On a, sur cette base-là, identifié 4 paliers majeurs. Le premier qui est pour les marques dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros. Cette première phase qui dure entre 12 et 14 ans, c'est une phase qui est marquée par une croissance très très forte du chiffre d'affaires, en moyenne de 40% par an, et liée évidemment à la forte retailisation dès le départ. Cette croissance, elle se tasse après, mais elle reste quand même extrêmement solide, et de façon étonnante à 15% par an ensuite sur les années qui suivent. Et c'est l'EBITDA, lui, qui va accélérer, on le verra, et Igor en parlera aussi, sur la phase entre 50 et 100 millions. Donc sur les paliers qu'on a pu identifier, le premier palier de 50 millions qui arrive aux alentours de 13-14 ans après la création de la marque, le deuxième palier à 100 millions, 4 ans après les 50, et enfin un dernier palier, ou en tout cas un palier majeur à 250 millions d'euros au bout de 24 ou 25 ans. Sur la diversité des acteurs du segment, face à cette diversité, on a décidé de vous présenter aujourd'hui en premier temps les nouvelles marques créatives, qui sont celles que Céline évoquait tout à l'heure et qui sont celles qui sont apparues à la fin des années 2000, début des années 2010. On va essayer pour chaque typologie de marque de vous en présenter à la fois les principales caractéristiques, notamment financières, et puis les enjeux qui leur sont propres. Donc, ces nouvelles générations de marques créatives, on en a identifié deux catégories. Les premières qu'on a appelées les marques créatives héritières, type Sœur, Bali, Baris, etc., qui sont des entreprises qui aujourd'hui sont fondées sur un objectif de croissance plus modeste peut-être que celle de leurs prédécesseurs. Très souvent, et c'est ce qui est ressorti de nos entretiens, par volonté des dirigeants d'avoir une croissance maîtrisée où on va privilégier la qualité des produits, le sens à la croissance à outrance. Ce sont aussi des marques qui ont fait dès le départ le choix d'avoir un mix et une combinaison, un mix de distribution très hybride et d'avoir une combinaison entre retail d'un côté et donc le retail propre et un wholesale sélectif. Le wholesale sélectif, il leur permet dans les toutes premières années des marques d'asseoir leur réputation, la qualité de leurs produits et l'attractivité de leur marque, notamment sur les floors des department stores et des grands magasins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles bénéficient du capital fiduciaire, c'est-à-dire de la confiance qu'apportent les consommateurs à ces department stores et à ces wholesalers sélectifs pour capitaliser sur leur propre notoriété à elles. Et en parallèle, elles créent leur communauté et leur communication quasiment à 100% sur les réseaux sociaux, en tout cas à 100% de façon digitale, et créer un storytelling très fort dès le début. On peut le voir, on le verra
dans ces deux colonnes que rappelait Céline tout à l'heure, qu'on a intitulé modèle 1, modèle 2, qu'on pourrait aussi appeler min-max, mais c'est un peu compliqué, on vous a mis les PNL types de ces nouvelles marques créatives, où on voit que les frais de marketing et les frais de dépenses communication digitale représentent entre 5 et 10% du chiffre d'affaires, en tout cas du total des dépenses. La deuxième catégorie de nouvelles marques créatives, de cette nouvelle génération qu'on a pu identifier, sont les nouvelles marques des NVB, c'est-à-dire Digital Native, à l'exemple de Rouge, du Strip français, de ces marques-là. Cette tendance, elle est fortement représentée par l'incarnation. Elle a une très forte caractéristique, qui est l'incarnation de la marque par le fondateur ou la fondatrice, ou souvent par des personnalités de type influenceuse. Et c'est un phénomène qui est très important aux États-Unis, qu'on voit en France aussi avec les marques créées par Laurie Tillman ou Caroline Receveur, par exemple. Ces marques, elles ont comme spécificité et d'avoir aujourd'hui une nouvelle approche de la chaîne de valeur, d'être assez frugales sur la façon dont elles relisent leurs produits, souvent par drop, par collection capsule, c'est-à-dire des petites quantités de produits, mais très travaillées, et sur lesquels il y a un storytelling dédié sur chaque produit. Ça entraîne un certain nombre de conséquences. La première, c'est que le poids des dépenses marketing et le choix qu'elles font d'avoir un markup plus faible que le reste des marques créatives font qu'elles ont des marges plus faibles depuis le début. Cependant, elles arrivent aussi assez rapidement à ce palier de 50 millions d'euros. On peut penser à certaines marques importantes sur Internet aujourd'hui. Passé ce palier, ou quelques temps avant, on s'est rendu compte dans l'échange avec les dirigeants et puis en étudiant leurs modèles, que les modèles gagnants, passé ce palier de 50 millions d'euros, sont obligés d'avoir un processus de retailisation, c'est-à-dire ouvrir leur propre boutique, car il arrive un moment où l'acquisition des clients sur Internet devient extrêmement onéreux, et en réalité, le coût d'ouverture de réseau en propre devient inférieur à l'acquisition de clients sur Internet. Ces marques, elles ont aujourd'hui des enjeux très simples. C'est à la fois d'avoir un très bon storytelling sur le produit, d'avoir un mix produit qui est très précis et très pertinent, et de maximiser leurs ventes à full price. Une fois sur ces nouvelles marques créatives, on s'est arrêté un instant, et vous verrez tout au long de l'étude, comme l'évoquait Céline tout à l'heure, ce qu'on a appelé des pépites, c'est-à-dire des zooms qu'on a pu faire sur quelques marques, quelques réussites, quelques succès. On a pris aujourd'hui Bonne Gueule, qui nous semble être un succès intéressant dans ces nouvelles marques, cette nouvelle génération de marques créatives. Donc Bonne Gueule, qui a été créée par Benoît Wotlenka en 2007, que j'imagine tout le monde connaît, à la base sous la forme d'un blog, avec une mission très simple qui était d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Et ce blog, il est devenu média. Son associé l'a rejoint en 2012. Ils ont, au fur et à mesure, collaboré avec des marques qui incarnaient leurs propres valeurs, et ils se sont rendus compte que l'étape d'après, c'était de lancer leur propre marque, ce qu'ils ont fait en 2014, 100% digital. Donc, on est évidemment sur ce modèle de DNVB que j'évoquais tout à l'heure. Et très vite, l'année d'après, ils ont ouvert leur premier flagship à Paris. Donc, on est là dans l'hybridation du modèle, où on vient tester l'appétence du consommateur, avec pour eux une idée très forte, qui est que la boutique doit être expérientielle et donc apporter du sens lors de la visite du consommateur, donner des explications, parler du produit, du sourcing, etc., ce qui est le cas aussi dans le digital. Et puis, ils ont continué à ouvrir des boutiques, 4 autres, à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Ce qui est important, c'est d'avoir, pour ces modèles gagnants, une attention très forte sur tous leurs canaux de distribution, ici dans l'exemple de Bonne Gueule, sur le digital, sur leur e-shop et sur les points de vente physiques, mais c'est valable pour tous les modèles gagnants, une importance très forte apportée au point de vente, à l'expérience client et à la qualité et au storytelling des produits. Sur les marques donc du premium et affordable luxury, les marques créatives, le premier palier qu'on a identifié tout à l'heure dans cette dynamique de croissance, c'est tout ce palier qui est compris entre la création et ce premier palier important de 50 millions d'euros. Les marques du segment affordable luxury et premium sont des marques
aspirationnelles, c'est-à-dire qu'elles ont des produits iconiques sur lesquels elles vont bâtir leur storytelling, leur réputation, créer un lifestyle. C'est tout ce qu'évoquait Céline tout à l'heure. Je pense que c'est pas la peine d'y revenir. Ce qui est intéressant ici, dans ce qu'on a pu apprendre en discutant avec vous, tout simplement, et en regardant en détail les chiffres publics, on a identifié que ces modèles gagnants, pour atteindre ce palier-là, avaient des coûts marketing compris entre 3 et 7% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire des montants qui sont relativement importants, mais qui restent dans cette logique de frugalité. C'est-à-dire que ces dépenses-là sont des dépenses qui sont à chaque fois maximisées dans le retour qui leur est demandé. En clair, chaque action de communication a un retour maximum parce que le rapport qualité-prix entre la qualité du service qui est fait et le prix qui a été facturé est extrêmement maximisé à chaque fois. Ces marques-là ont un enjeu très fort qui est de réfléchir à leur stratégie d'entrée sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de réfléchir à la façon dont elles vont s'adresser aux consommateurs. La première étape qui est fondamentale, c'est de créer la communauté de leurs clients et futurs clients. Et cette communauté, elle se crée parfois même avant la création de la marque. Ces marques vont ensuite tester leurs produits à la fois en ligne auprès de leurs clients et de leur communauté initiale et en wholesale auprès des grands magasins, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, pour créer la notoriété de la marque, créer l'image de marque, et souvent dans les pop-up stores pour avoir ce lien direct avec le client qui n'existe pas ou de façon différente dans le wholesale. L'idée étant pour elles de très vite trouver le bon modèle économique qui leur permettra de se développer le plus rapidement possible. Et ce modèle économique, c'est de développer ensuite des réseaux retail dits standardisés. Par standardisé, on s'est rendu compte que ces modèles gagnants arrivaient assez vite dans leur croissance ou dans leurs premières années d'existence à identifier la bonne façon de parler aux clients, les bons produits et les bonnes boutiques dans lesquelles vendre leurs produits. Donc, elles vont s'intéresser à des points de vente qui sont, on appelle 1 bis ou A, qui sont des points de vente en général d'une surface comprise entre 50 et 90 mètres carrés. C'est en tout cas ce qu'on a identifié, nous, dans les retours qu'on a pu avoir de votre part, qui permettent à la fois des loyers modérés parce qu'on est sur des points de vente 1 bis et d'avoir immédiatement une rentabilité sur ces boutiques-là, puisque les ventes sont très importantes et oscillent entre 10 et 15 000 euros par an et par mètre carré. À cette période-là de leur croissance et jusqu'à ce palier de 50 millions d'euros, donc les marques ont entre 40 et 70% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en retail. Vous pouvez voir aussi dans cette slide que une des caractéristiques de ces modèles gagnants, c'est que très vite, ils ont entre 15 et 20% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé online et sur leur e-shop propre. On ne parle pas ici des wholesalers online. Ils ont un accroissement très fort, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, de jusqu'à 40% par an de leur chiffre d'affaires annuel. Et assez vite, évidemment, puisqu'ils se retailisent très rapidement, c'est le poids du réseau et des boutiques qui va être prépondérant dans leur PNL en termes de dépenses. Donc, entre la masse salariale liée aux boutiques et puis les loyers et charges locatives, on est entre 25 et un gros tiers des dépenses qui sont allouées à ce réseau. Et last but not least, ce sont des marques qui sont immédiatement, les modèles gagnants sont immédiatement rentables avec un EBITDA qui très vite atteint 15 puis 20% du chiffre d'affaires de la société. Et juste pour rebondir, Grégoire, sur ce que tu viens de traverser, nous, on a été marqués par, au fond, une double mécanique. Il y a, entre guillemets, sur le premier élément qui est cette idée de développer l'image et l'attractivité. Tu parlais de frugalité marketing, c'est en fait, globalement, culturellement, c'est dans ces modèles, il y a cette culture du renoncement. C'est-à-dire, au-delà de la frugalité, c'est dire, au fond, on est capable de faire des choix, de renoncer, et parce qu'on ne peut pas tous payer. Et le passage de palier, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de rentabilité, il est absolument, il assume complètement le fait de renoncer. Et le deuxième point sur cette stratégie d'entrée, ce qui est marquant, c'est cette idée de dire, au fond, en double vitesse, on a un wholesale et un digital qui permet d'aller vite dans l'élargissement du socle de clientèle et un retail
super huilé qui nous permet en fait de financer notre croissance et de financer nos investissements et notre extension internationale. Et ce point-là, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement on le retrouve sur les paliers suivants de vos segments, et Igor va revenir dessus dans le détail, mais c'est aussi des éléments qu'on retrouve aujourd'hui sur l'ensemble des segments. C'est-à-dire que il y a absolument, ça n'est pas l'apanage du luxe abordable, c'est qu'on a vraiment cette idée du financement par le retail et donc l'absolue nécessité de resserrer l'activité retail sur le noyau dur le plus rentable, entre guillemets, ce qui pose des questions de taille de réseau et de pénétration actuelle sur certains marchés, pour pouvoir avoir le financement le plus solide possible sur les autres réseaux. Ça, c'est vraiment… et la crise n'a fait qu'amplifier cette dimension-là. Absolument, absolument. Et tu as tout à fait raison. Et le développement de ce retail en propre, il fait lien, il fait écho aux problématiques de financement et avec des marques qui sont très, très intelligentes sur leur financement. Le réseau retail, par exemple, il est financé boutique par boutique, etc., pour séparer les risques. Enfin, on est sur, tu as tout à fait raison de souligner ce point. Et renoncer, ça veut dire quoi? Et c'est effectivement, ça s'est remonté dans pas mal d'entretiens. Ça veut dire ne pas faire des dépenses somptuaires que pourraient faire certaines marques qu'on ne citera pas ou qu'on n'a pas citées d'ailleurs, et qui seraient beaucoup trop early stage pour le développement et qui en tout cas ne seraient pas soutenables au moment de leur décision. Ça, c'est un point très important. Pour passer une fois ce palier de 50 millions d'euros qui a comme fondation très solide la communauté créée online, le développement du e-shop et puis la très forte retailisation après avec le wholesale en support, se pose la question, une fois passé ce palier de 50, donc on s'intéresse maintenant aux marques qui ont un chiffre d'affaires compris entre 50 et 100 millions d'euros, c'est-à-dire des marques qui ont entre 70 et 160 points de vente en propre ou en franchise, se pose la question de la rentabilisation et qu'évoquait à l'instant, ou de la rationalisation qu'évoquait à l'instant Céline, on commence à se poser cette question-là du réseau. Donc il y a plusieurs choses qui sont à l'œuvre à ce moment-là et qui sont absolument concomitantes. La première, c'est que le réseau retail va continuer en propre et en France va continuer à se développer de façon endogène, avec un maillage du territoire national, c'est-à-dire qu'on va passer de zone 1 bis à, etc., on va passer à des villes de taille de plus en plus réduite. On va en parallèle, et c'est un point extrêmement important puisque ça va soutenir pour les paliers suivants la croissance des marques, commencer à ouvrir l'international avec une réflexion de fond qui est souvent à l'œuvre depuis plusieurs années, de dire quels sont les marchés qui vont être attaqués en premier à l'international. C'est souvent un ou deux marchés qui sont ouverts au début, qui ont des caractéristiques relativement similaires au marché français ou qui sont les marchés sur lesquels l'appétence pour le produit est la plus forte. Et donc, il y a une décision des dirigeants à ce moment-là de commencer par ces marchés-là pour tester quels sont les requirements qui seront à l'œuvre à ce moment-là en termes d'organisation spécifique pour ces marchés-là et tester les modèles de distribution et tester la boutique sur ces marchés à l'international. En parallèle, et donc la conséquence de ça, c'est que le poids du wholesale diminue. Pour réintégrer les marges liées au retail, on vient diminuer le poids du wholesale et on ne garde que les clients les plus prestigieux, ceux qui servent vraiment à servir la renommée de la marque et à l'attractivité des produits. Et on vient ouvrir des outlets pour adresser un problème qui devient relativement prégnant, qui est celui des invendus. Ce qui est très important à ce moment-là et à partir de ce palier-là, c'est qu'il y a une structuration très forte de l'activité qui se met en œuvre et de façon quasi automatique pour plusieurs raisons et dans plusieurs secteurs. Une des parties les plus importantes qui nous a été remontée tout au cours dans la quasi-totalité des entretiens qu'on a pu avoir, et d'ailleurs c'est quasiment dans tous les segments, c'est un investissement dans l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le développement à l'international, avec la multiplication des boutiques, les dirigeants se rendent compte qu'il y a un renouvellement nécessaire des équipes et sans faire offense aux équipes qui étaient présentes dans le premier palier, c'est-à-dire le palier de très forte croissance entre 0 et 50 millions, ces équipes-là qui étaient pertinentes pour la création et pour lancer la machine ne sont plus souvent toutes pertinentes pour la suite des opérations et on va venir chercher des profils
plus seniors, plus expérimentés, qui vont venir remplacer les premiers salariés. On va venir chercher des profils très spécialisés et qui vont soutenir l'investissement qui va être fait dans des segments très importants que sont l'IT, avec toute la logique de data que Igor abordera tout à l'heure, dans la logistique, avec l'international et toutes les requirements qui vont avec. Toujours évidemment dans cette logique de frugalité. Donc on est à la fois dans une phase de croissance tout en stabilisant et commençant à rationaliser le réseau de distribution, et une phase d'investissement dans des thématiques qui deviennent prégnantes sur cette palier-là. On peut voir enfin, avant de laisser la parole à Igor, c'est que le chiffre d'affaires retail reste très élevé, entre 50 et 100 millions d'euros. Il représente entre 75 et 85% du chiffre d'affaires. Toujours ce poids du online en soutien 15 et 20. Donc dans le chiffre d'affaires retail, il y a évidemment l'international qui arrive, qui est entre 10 et 20%. Cette très forte croissance du nombre de points de vente et toujours cette prépondérance des dépenses liées au réseau de boutiques. Et comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure lorsqu'on avait regardé cette courbe sur la dynamique des acteurs, la première phase de croissance entre 0 et 50 millions avec 40% de croissance par an du chiffre d'affaires était déjà rentable. La phase entre 50 et 100 millions voit un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires qui place plutôt à 15% par an pour les modèles gagnants. C'est lié à cette logique de rationalisation, de respiration qui est faite et cette logique d'investissement. Les batailles sont à ce moment-là priorisées. Mais en parallèle de ça, il y a à ce moment-là une augmentation de la rentabilité des marques avec un EBITDA qui va gagner 2 à 3 points et donc passer entre 18 et 22% versus 15 à 20% sur le palier précédent. Voilà Igor, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je te laisse la parole. Merci Grégoire. Sur le palier suivant, donc les marques créatives avec un chiffre d'affaires entre 100 millions et 250 millions, ce qui est intéressant de regarder, c'est que c'est vraiment une accentuation de ce qu'on a pu décrire sur les marques créatives avec un chiffre d'affaires entre 50 et 100 millions. Quand on regarde en fait les métriques clés à gauche et notamment en fait les comptes de résultats un peu normatifs, c'est vrai que les grosses évolutions, c'est l'accélération du chiffre d'affaires international, donc entre 30 et 40%. L'accélération du nombre de points de vente, 160 jusqu'à 300 points de vente. Et puis, la poursuite d'un ralentissement d'un EBITDA qui est entre 15 et 20%, donc qui est plus bas finalement. Pour rappel, celle qui était entre 50 et 100 millions, donc on était entre 18 et 22%. Si on regarde les enjeux clés, donc on en a distingué 4 pour ces marques-là. Le premier, c'est le développement ciblé du réseau national. Donc, c'est vrai qu'au-delà de 150 points de vente en France, le risque pour les acteurs, c'est une dilution de la performance parce que le modèle gagnant retail qui a été identifié pendant la phase précédente est plus difficile finalement à reproduire à 150 points de vente. Donc, reproduire des mêmes niveaux de performance, des mêmes niveaux de trafic, des mêmes niveaux de chiffre d'affaires en mètre carré, des mêmes niveaux de taux de transformation, des mêmes niveaux de panier moyen. Alors forcément, c'est plus on ouvre de boutiques et plus la reproduction de ces ratios gagnants sont difficiles. Donc, les modèles gagnants entre 100 millions et 250 millions rentrent alors dans une phase d'optimisation. Une optimisation d'abord du réseau, avec des transferts, des fermetures de points de vente et une rationalisation finalement du nombre d'ouvertures en France. Et puis en parallèle, la poursuite d'un travail d'optimisation des coûts d'exploitation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que quand on regarde la masse salariale réseau, entre 16 et 12%, donc on voit quand même un poids de la masse salariale réseau qui est plus faible sur ce palier-là. Pour mémoire, on était plutôt entre 15 et 20% du chiffre d'affaires en masse salariale réseau dans la phase de développement précédente. Le deuxième enjeu, donc c'est l'expansion internationale avec des modèles gagnants qui arrivent, et c'est cet indicateur qu'il faut retenir, à faire un minimum à 30% de leur chiffre d'affaires à l'international. Certains arrivent même à aller jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires à l'international.
Donc en fait, on a vu que dans la phase précédente, il y a une première ouverture de de 1 ou 2 marchés à l'international. Et l'idée, donc, c'est de continuer sur ces premiers marchés ouverts et puis d'en ouvrir 2 ou 3 nouveaux qui paraissent stratégiques pour la marque. En termes de mode de développement généralement utilisé, c'est assez classique. Hein, c'est un mode de développement via des partenaires locaux en phase de démarrage, quand on estime le chiffre d'affaires de l'activité dans la zone ciblée autour de 1 million d'euros. C'est un second mode de développement avec des master franchises régionales avec ou sans droit de rétrocession quand on estime que l'activité dans la zone ciblée sera entre 1 à 10 millions d'euros. Et puis, enfin, quand on estime que l'activité sera supérieure à 10 millions d'euros, donc c'est un mode de développement international via des filiales en propre, soit par des JV, soit par un management opérationnel en direct. Donc ça, c'est sur les deux premiers enjeux. Si on regarde l'accélération digitale, c'est vrai qu'on voit donc l'augmentation du poids du e-shop, donc 15 à 20%. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'arriver le plus rapidement possible à cet objectif de 20% de chiffre d'affaires réalisé via l'e-shop. Forcément, donc là, on ne voit pas les chiffres ici, mais c'est-à-dire que forcément, ces modèles gagnants jouent également du digital via des plateformes digitales type galeriathalès.com ou Place des Tendances pour, je dirais, hybrider leur canal de distribution. Sur l'expansion de l'offre, là aussi, c'est très propre à votre segment, hein, donc, où on a véritablement en fait, un lifestyle incarné. Tout l'enjeu, c'est d'ouvrir sur des accessoires, sur des objets du lifestyle, pour avoir un chiffre d'affaires compris entre 10 et 20% sur ces extensions-là. Et puis, il y a également aussi une logique d'activation des licences, pareil, pour s'étendre. Donc l'enjeu, c'est bien de trouver des nouveaux relais de croissance face à un like-for-like et entre 7 et 15%. Donc like-for-like, donc à périmètre comparable, qui se tasse. Il y a une question de Frédéric Porchereau. Est-ce que l'expansion internationale se fait par la même chronologie que le lancement initial sur le marché d'origine, par exemple chronologie digital retail? La question aujourd'hui qui est de dire, en fait, il y a plusieurs niveaux de questions et plusieurs options. Nous aujourd'hui, ce qu'on remarque quand même, c'est que dans votre segment de marché, la logique, c'est quand même d'aller le plus vite possible dans l'ouverture internationale. C'est-à-dire que là où concrètement, hein, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on avait quand même ce séquençage, hein, on va dire naturel et pragmatique, qui était de dire au fond, je grée mon modèle et mon concept sur mon marché national, que je densifie, on va dire, dans une première étape, et après, je joue un marché stratégique sur lequel je teste la robustesse de mon concept, et puis de ce marché stratégique, je séquence et j'en ai un deuxième, puis un troisième. Et naturellement, historiquement, c'était l'entrée sur un marché stratégique, c'était un mix wholesale, que ce soit grand magasin ou détaillant propre et puis retail. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des approches qui sont beaucoup plus parallélisées. C'est-à-dire qu'en fait, on a, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un enjeu à aller ouvrir l'international le plus vite possible pour avoir une masse critique la plus rapide possible, ce qui permet aussi de tester le concept dans plein de variantes. Et surtout, c'est que là où on avait des approches très marché-pays, aujourd'hui, on a des approches qui sont de plus en plus atomisées par logique de métropole pour cibler en fait là où sont vos clients. Et le corollaire de ça, et c'est vrai que je reprends l'exemple de Gagny, je peux en parler ouvertement parce que c'est des choses qui sont publiques et dans la presse, c'est que typiquement une marque comme Gagny, elle est hybridée nativement, elle est dans un mindset international nativement, et globalement, dès le démarrage, elle mixe wholesale, digital et retail, quelle que soit la géographie. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, Frédéric, mais en tout cas, aujourd'hui, cette notion de chronologie et de séquençage est en train de largement disparaître. Et tout à l'heure, quand je disais dans les enseignements, il y a l'hybridation qui joue à plein, on est exactement sur ce sujet-là, en particulier à ce stade-là du développement. Apparemment, j'ai répondu.
Si on poursuit sur les marques créatives avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, ce qu'on constate, donc c'est un développement du chiffre d'affaires à l'international pour les modèles gagnants qui peut aller jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires, un tassement du like-for-like, donc de croissance à périmètre comparable, donc entre 3 et 4% seulement, un tassement également du CAGR, donc du taux de croissance annuel entre 5% et 15%, et puis forcément donc, une augmentation du nombre de points de vente. Donc avec au total une poursuite d'un EBITDA ramené au CA qui est plus faible, donc entre 16 et 18%. Par contre, forcément, là c'est les pourcentages, mais c'est-à-dire qu'il faut le ramener à la masse d'EBITDA générée, et du coup c'est des masses en euros qui sont plus importantes. En termes quand on regarde ce palier-là, on voit que l'hybridation est de plus en plus forte, donc avec un e-shop en moyenne qui représente 20% du chiffre d'affaires, un retail à 65% du chiffre d'affaires et un wholesale à 15% du chiffre d'affaires. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde l'ensemble des sous-segments qu'on a pu identifier, c'est qu'on était sur un modèle très retail et notamment sur les marques qui étaient entre 50 et 100 millions d'euros. Et plus les modèles gagnants se développent en chiffre d'affaires, plus les modèles gagnants s'hybrident. Sur ces marques à 250 millions d'euros, il y a deux principaux enjeux. Le premier enjeu, donc, c'est les marchés internationaux rentables. Donc, avec l'accent est mis sur l'international dès le départ, et la performance des marques dépend de leur capacité à véritablement internationaliser le concept et donc d'une certaine manière à le radicaliser et à l'adapter sur le plan commercial et opérationnel localement. Donc c'est prise en compte du potentiel de pays et finalement une approche dédiée, que ce soit en termes d'offres spécifiques, que ce soit en termes de supply, que ce soit en termes de marketing local. Donc une capacité finalement à adapter le modèle opérationnel localement. Le deuxième point, donc c'est le renforcement des structures locales et l'articulation avec le siège. Les modèles gagnants à ce stade de développement renforcent les structures locales avec de nouveaux postes. C'est vrai qu'on pense par exemple à un poste de sales merchandiser. Et puis il y a tout un enjeu à mieux travailler l'articulation avec le siège pour plus d'efficacité, éviter les doublons finalement entre des tâches qui sont faites en local et qui sont également réalisées au niveau du siège. Les métriques à retenir, donc on voit que le seuil minimal de 30% reste le même, mais le seuil maximal change parce qu'on peut aller, donc les modèles gagnants peuvent aller jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires réalisé à l'international. Le deuxième enjeu, donc, c'est l'élargissement de la marque. Sur l'élargissement de la marque, c'est un levier de croissance additionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une dichotomie entre conserver une base de clients historique, et donc dans ces cas-là, conserver aussi ce qui fait l'ADN de la marque, et puis également aller chercher de la croissance en s'ouvrant à de nouveaux clients. Donc, je dirais comment faire? C'est les modèles gagnants se tournent vers de nouveaux univers. Donc, c'est vrai qu'on avait parlé tout à l'heure des accessoires et de quelques objets lifestyle. Et là, ça va encore plus loin. Donc, ça peut intégrer des bijoux, de la cosmétique, de la décoration. Et puis, les modèles gagnants se tournent également vers de nouvelles lignes de produits. On pense par exemple à Sandro qui a développé la ligne homme de manière massive. Même chose pour une ligne enfant, une ligne femme. Donc ça, je pense que c'est le second point. Et enfin, donc les modèles gagnants, ils arrivent à enrichir une promesse de marque pour créer une désirabilité au-delà de la base de clients historiques, tout en gardant l'ADN qui est vecteur de fidélité finalement de leur base de clientèle historique. Et donc pour ça, donc, il y a un enjeu de storytelling qui permet à la fois de conserver l'ADN et de s'ouvrir à de nouveaux clients. Alors, je vois qu'il y a des questions. Grégoire, je te laisse répondre peut-être sur la partie wholesale et puis moi je répondrai sur la partie Made in Europe, Made in France.
Ouais. Alors, c'est une question qui est liée, mais effectivement, c'est une très bonne question, Chimel et Isabelle. Il y a un sujet sur le wholesale, c'est qu'effectivement, les marges sont moins importantes. En réalité, ce n'est pas exactement le cas. Je vais m'expliquer. Les marges le retail induit des coûts très importants qui sont à la fois les coûts de setup, c'est-à-dire les coûts d'ouverture des boutiques, les pas de porte, les investissements dans les boutiques, etc., les stocks, les surstocks, le personnel. Donc oui, il y a plus de marge immédiatement, mais en réalité, les coûts liés sont très importants. Et c'est la même chose pour le online. Beaucoup moi, je suis par ailleurs professeur à l'UFM et on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent en se disant le online et le e-shop en propre, c'est un peu la martingale, il n'y a pas de frais en face, on va faire le maximum de marge. Ce n'est pas le cas, il y a aussi beaucoup de marge sur le online. Moi, j'ai longtemps dirigé une marque qui faisait beaucoup de wholesale. La difficulté du wholesale, c'est effectivement d'arriver à positionner son pricing pour qu'il soit à la fois pertinent vis-à-vis des clients finaux et que la marge soit suffisante pour assurer une pérennité de l'acteur. Alors, c'est très compliqué au début. Et effectivement, vous posez la question sur les jeunes marques. C'est compliqué au début parce que dans la relation avec le client, et en l'espèce le department store ou n'importe quel client online en wholesale, le rapport de force n'est pas favorable aux jeunes marques. Et donc, c'est là où les difficultés arrivent avec la participation aux démarques, le taux de sale return garanti, etc. Mais le wholesale, il faut l'envisager comme un canal qui peut être rentable en soi et comme un canal qui apporte un peu plus que uniquement du chiffre d'affaires parce qu'il apporte de la notoriété, il assoit la marque, il assoit la qualité des produits et c'est un formidable accélérateur à la fois de reconnaissance et de notoriété par le boost qui est lié aux bénéfices tirés de la notoriété et de la reconnaissance des détaillants et des retailers. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais j'espère que oui. Je laisse Céline prendre la suite. Non, moi, je complète. C'est vrai que quand on parlait d'hybridation, c'est sûr qu'il y a une réinvention aussi de ce canal, de ces acteurs. Je pense que même avant la crise, donc on imagine bien à quel point la crise implique une refondation profonde de ce type d'acteurs en France comme à l'international. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui savent bien travailler le wholesale, c'est un outil d'extension du socle de la clientèle, c'est un outil de notoriété. C'est générateur de marge et notamment, Igor reviendra dessus, ce qui a construit les blockbusters internationaux pendant les 30 premières années de ces marques-là, c'est le wholesale et ça continue à être une part très importante de leur activité, que ce soit des wholesalers online ou offline. Après, ce qui se passe aussi aujourd'hui, et c'est un des gros enseignements notamment sur les marques de création, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi un enjeu pour les marques à bien maîtriser ce canal, parce qu'au-delà par rapport à la question des marges, il y a la question de la façon dont ces acteurs-là vous positionnent en termes de prix et jouent à plein la décote, là où en général, on a beaucoup d'acteurs qui essaient autant que faire se peut de limiter la décote. Donc, il y a aussi tout un travail et toute une tension aujourd'hui qui est générée sur la maîtrise de la marque et la maîtrise de l'image et du pricing. Je reviens sur la question du Made in. Je vois que les questions affluent. Sur la question du Made in, si je reprends la question de mémoire de… Attendez, excusez-moi, je remonte le fil de la discussion. D'Isabelle, même question. Donc, des marques qui ont fait le choix du fabriquer en Europe ou en France, qui parviennent à garder des prix raisonnables en supprimant les intermédiaires. Alors, en fait, il y a plusieurs sujets. Aujourd'hui, on le voit sur la question sur la thématique du modèle marchand, et une fois de plus, en traversant l'ensemble des segments, il y a aujourd'hui un véritable travail et une véritable réflexion qui est engagée de refonte du modèle marchandise en étant capable d'aller beaucoup plus loin dans l'équilibrage proche import, grand import. Et nous, on peut le voir, et c'est un des sujets sur lesquels on travaille en profondeur avec une partie d'entre vous et puis des clients d'autres segments de marché. C'est aujourd'hui, il y a une véritable opportunité à apprendre à construire une marge finale de manière différente en étant capable de basculer, de passer, je dirais, dans un temps très très court, de 10% à 30, voire 40% de sourcing en prochain port, parce que quand on fait le calcul, je dirais, de la contribution complète d'un prochain port, entre la capacité à se décider plus tardivement, de faire du multi-engagement, de pouvoir travailler une prévision plus juste, plus proche des tendances et le gain associé au coût de transport, on voit que non pas il y a un saut de compétitivité, pas du tout, mais en tout cas, dans la façon dont on se donne les moyens d'écouler moins mais mieux,
au fond, on a une nouvelle équation financière qui s'opère et qui a du sens. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que oui, dans votre segment, on a des acteurs qui fondent leur concept, fondent la marque, fondent la proposition de valeur autour de cette capacité à pouvoir s'adosser pleinement à du prochain port, alors Made in France ou Made in Europe, avec effectivement cette capacité à baisser le nombre d'intermédiaires, mais ce n'est pas tant ça, c'est plutôt de jouer à plein la transparence du prix et la transparence de la construction de marge avec des modèles, et c'est pareil, je vous invite à vraiment plonger dans la thématique modèle marchandise, des modèles qui résolument font le choix dès le démarrage à rentrer dans un modèle où on a un minimum de décote. Et quand je dis minimum de décote, c'est qu'on est sur des objectifs de décote qui vont jusqu'à 10 points de moins que la moyenne de chacun des segments. Donc, plus de transparence en termes de prix et une exposition à la décote moins forte, ce qui fait qu'ils ont une proposition de valeur qui, même avec du Made in Europe, est pertinente. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il y en a encore d'autres. Céline, je ne sais pas si tu veux que j'y réponde, par exemple, ou si tu veux qu'on le fasse. Vas-y, on se fait la passe-passe et puis… Ouais. Juste, alors je pense qu'il y a une erreur de frappe, mais quelles sont les marges e-shop qui sont importantes? La logistique, je pense que quels sont les coûts e-shop qui sont importants? Les coûts e-shop, le coût du e-shop, c'est le coût du site en soi, qui au début peut être fait sur Shopify, ça coûte epsilon, mais très vite, vous allez devoir réintégrer votre site, le refaire, avoir tous les éléments de communication qui vont autour, tous les shootings, tous les pack shots, toute la communication avec le client final, les newsletters, etc., tous les contenus qu'il va falloir produire, les gens qui vont venir modérer le site, etc. La logistique peut être un coût, mais ce n'est pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de coûts structurels. Sur le e-shop, et on l'a évoqué tout à l'heure, plus vous montez dans les paliers et plus vous allez faire un chiffre d'affaires important sur votre e-shop, le coût d'acquisition client online va augmenter. Et il va augmenter de façon extrêmement importante jusqu'à un point où, en réalité, il va devenir plus pertinent ou moins cher d'aller ouvrir des retails, des boutiques physiques pour attirer un flux naturel de consommateurs plutôt que d'aller les chercher sur Internet. Donc, c'est ça les coûts induits du e-shop. Sur la question de la double marge wholesale, sur faut-il créer une seconde marque pour moins cher, ou en tout cas qui revient moins cher pour vendre aux clients wholesale, surtout pas. Enfin, je ne suis pas là pour vous donner je ne suis pas dans mon rôle de professeur, donc je ne vous répondrai pas comme ça, mais on n'a pas trouvé dans les modèles gagnants de marques qui le font, pour une raison simple, c'est que lorsque vous portez le produit, la marque est identique et vous allez à un moment donné détériorer la qualité de votre marque en ayant des produits différents, quelles que soient les lignes. Donc non, la double marge wholesale, en réalité, la marge wholesale, les modèles gagnants qu'on a identifiés, ils sont sur un markup wholesale qu'ils arrivent à tenir entre 2,5 et 3 au maximum. Lorsque vous êtes à 2,5 de marge wholesale, vous êtes sur un modèle gagnant et vous pouvez croître très fortement en wholesale et être extrêmement rentable parce que très vite, vous couvrez vos COGS qui sont à 22% et très vite, vous couvrez vos frais de siège qui sont entre 7 et 15. Donc, le wholesale, malgré les difficultés d'hier et qu'on anticipe pour demain, reste un modèle rentable, d'où l'hybridation de tous ces acteurs et de tous ces modèles gagnants. J'espère avoir répondu. Alors, il y a une question, vas-y Igor. Peut-être sur les deux dernières questions, avant de passer aux blockbusters internationaux. Sur la définition de la décote, donc ce qu'on entend par décote, c'est la démarque, donc c'est tout ce qui est le poids des promotions dans le chiffre d'affaires, et c'est la différence finalement entre chiffre d'affaires brut et chiffre d'affaires net. Sur les indicateurs d'essoufflement, nous en tout cas, tels qu'on les perçoit dans le modèle marchandise, ils sont assez clairs en fait. C'est-à-dire que le premier indicateur d'essoufflement, c'est un taux d'écoulement avant solde qui baisse. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, avant, j'étais en capacité d'écouler mes collections à 70% avant solde. Et aujourd'hui, finalement, en fait, je n'y arrive pas et je suis à 55%. Du coup, forcément, c'est-à-dire que je vais avoir des stocks à solder qui sont plus importants et donc un poids de la démarque ou un poids de la décote qui va augmenter.
Pour vous donner des ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre segment, on est sur un poids de la démarque qui peut aller jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de ramener un poids de la démarque de 30% à 20%. Donc, le premier indicateur d'essoufflement, c'est le taux d'écoulement avant solde. Il y a un deuxième indicateur qui nous tient à cœur, c'est ce qu'on appelle la VMH. La VMH, c'est les ventes moyennes hebdomadaires. Et donc, c'est combien de produits j'arrive à vendre finalement en une semaine dans un magasin donné. Et donc, typiquement, une VMH de 1, ça veut dire que je vends en moyenne dans un magasin un produit, un pantalon. Et c'est vrai que cette VMH qui est en baisse, bah ça génère également, en fait, ça génère un taux d'écoulement qui est plus faible et là aussi un poids de la démarque ou un poids de la décote qui augmente. Donc pour nous, c'est deux indicateurs qui sont, enfin, il y a trois indicateurs clés. Taux d'écoulement avant solde, VMH, vente moyenne hebdomadaire, et puis forcément donc, le corollaire qui est le taux de démarque. Voilà. Et puis un dernier indicateur sur lequel on est en ce moment vigilant, c'est le taux d'engagement. Et forcément, c'est-à-dire que plus le taux d'engagement est important, c'est-à-dire que si je suis engagé à 80% auprès de mes fournisseurs, ça veut dire que je ne suis pas en capacité de réagir en cours de saison. Et imaginons j'ai une baisse conjoncturelle de trafic, je ne suis pas en capacité de décaler une partie de mes commandes pour répondre finalement à un besoin de stock qui est moindre. Donc voilà donc les quatre indicateurs, peut-être avec le taux d'engagement en plus. Ok. Je vous propose qu'on passe à dernier type d'acteurs historiques, d'ailleurs constitutifs du modèle, c'est les blockbusters internationaux. Volontairement, on a voulu aussi les analyser et les regarder parce que, au fond, ce sont des marques qui ont réussi de manière assez incroyable, moi je trouve en tout cas, à pivoter depuis toujours, à se réinventer. Et je trouve que le travail qui a été fait, notamment ces 5-10 dernières années, est assez remarquable. Donc, c'était aussi une façon de dire, au fond, il y a des éclairages qui sont intéressants à prendre de ceux qui sont blockbusters aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a plein de commentaires. Je vous propose, je vais laisser Igor terminer, puis on reprendra vos questions juste après. Oui, donc sur les blockbusters internationaux, donc c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires du segment. La force de ces marques, c'est une rapide extension à l'international. Et donc, vous pouvez voir des niveaux de chiffre d'affaires international entre 30 et 70% pour les modèles gagnants, avec une capacité à adapter leur offre, leur modèle de distribution et leurs moyens marketing aux spécificités locales. Le deuxième point de singularité, c'est que au départ, c'est des marques qui se sont construites principalement via du wholesale et via un fort réseau de détaillants partenaires. C'est finalement dans les années 2000 qu'elles ont cherché à activer un lien direct avec le consommateur et à créer des écrins pour valoriser leur marque, qu'elles ont développé un réseau en propre. Et donc, elles sont passées du wholesale. En 2000, du coup, une ouverture de réseau en propre. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, ce qu'on remarque, c'est une formidable accélération sur le digital qui représente pour les modèles gagnants entre 15 et 20% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment une trajectoire du wholesale au retail et du retail au digital pour arriver sur des moyennes de 18% de chiffre d'affaires réalisé sur leur e-shop, 55% en retail et 27% en wholesale. Donc, par rapport aux acteurs qu'on a vus précédemment, un poids du wholesale qui est plus important. En termes d'enjeux, on a identifié trois enjeux. Donc, le premier, c'est le rayonnement international de la marque. Et c'est sûr qu'en transformant leur modèle de vente au fil des ans, les blockbusters ont su élargir et renouveler leur base client. Donc, c'est en ça qu'ils sont très éclairants pour tous. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté des égéries, ils ont multiplié des collaborations, ils ont activé des licences, ils ont créé des événements communautaires, notamment pour essayer de capter cette cible de 15-25 ans qui est importante pour eux parce que forcément c'est leur client d'aujourd'hui et surtout de demain. Après, ce qui est
ce qui est intéressant si on regarde récemment ce qui s'est passé, notamment pendant la période de confinement, c'est ce qu'a pu faire un Levi's et cette capacité à capitaliser sur son ADN autour de la musique en créant des événements communautaires qui s'appelaient les Levi's Show, donc à la fois pour faire le lien avec leur histoire, et puis, je dirais, en permettant un certain renouvellement, parce que les invités, c'était des invités tels que Snoop Dogg, et donc forcément des invités qui étaient plus en lien avec une génération plus jeune. Alors, il ne faut pas se tromper, aujourd'hui, cet activisme marketing, qui soit online, offline, évidemment ciblé sur ces 15-25 ans, ils sont adossés aussi à des moyens marketing absolument colossaux. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a une vraie différence entre ces blockbusters et puis les marques créatives telles qu'on a pu traverser avec vous jusqu'à présent. C'est que les moyens associés sont beaucoup plus importants. Alors, en tout cas, jusqu'à présent. Et l'ère de la frugalité marketing était quand même pas tout à fait les choix faits, parce que justement, ce sont des marques qui, pour se revitaliser, ont besoin de sécuriser un taux de recrutement et une fidélisation extrêmement forte des 15-25. Voilà. C'est vrai que les frais marketing sont toujours de 3 à 7%, donc je dirais ISO acteur de 250 millions d'euros, mais par contre sur un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important. Donc forcément, c'est-à-dire que la masse de moyens alloués est beaucoup plus conséquente. Le deuxième enjeu, c'est sur l'innovation produit. Donc on l'avait vu dans les thématiques, et on avait vu que l'innovation dans les thématiques abordées dans l'étude n'était pas forcément la thématique la plus mature. En fait, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que les blockbusters internationaux sont peut-être ceux qui s'en emparent le plus. Finalement, comment et pourquoi? C'est pour eux un moyen de régénérer un héritage reconnu sur certains produits iconiques et de les faire évoluer dans l'air du temps, encore une fois, pour à la fois satisfaire des clients historiques et capter une clientèle qui est plus jeune. Là aussi, un exemple qui nous semble pertinent, c'est le Lacoste Lab. En fait, on voit qu'il y a une recherche de solutions pour accompagner des clients en dehors même du PAP, dans leur univers de loisirs, de voyages, d'hôtels, de maisons. Et on voit qu'il y a des designers qui réfléchissent à des concepts de vie qui vont au-delà de la mode stricto sensu, autour d'innovation à destination de leurs clients. Enfin, le dernier enjeu, c'est la sélectivité du réseau de distribution. Et donc, on voit que l'ancrage historique était avec le wholesale et des détaillants partenaires. Et en fait, depuis, donc les blockbusters internationaux ont fait un travail de nettoyage, en tout cas de sélection de ces partenaires, pour n'en garder que ceux qui valorisent véritablement la marque. Donc, il y a bien eu un travail de rationalisation du portefeuille de détaillants wholesale. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est quand on voit l'accélération de ces blockbusters internationaux sur le digital, on peut se demander si l'histoire ne va pas se reproduire, parce que finalement, on voit certains produits iconiques présents dans des plateformes type Farfetch, mais on les voit également présents dans des plateformes généralistes type Amazon. Donc, le travail de rationalisation du portefeuille de détaillants physiques va sans doute se poursuivre aujourd'hui et est en train de se poursuivre aujourd'hui sur un portefeuille de détaillants online. Et pour répondre à un point évoqué tout à l'heure, typiquement, c'est sur ce type d'acteur que se pose la question des fameux special make-up, donc produits spécifiques. Parce que pour le coup, eux ont la masse critique pour se dire, au fond, est-ce que sur un acteur généraliste, générateur de volume, est-ce que j'ai intérêt ou pas à jouer de produits spécifiques pour pouvoir justement garantir une forme de différenciation et être plus à l'aise dans la maîtrise du pricing. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est absolument fondamental et qui fait l'objet de beaucoup de réflexions et de discussions pour les acteurs dits blockbusters internationaux. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure sur où trouver l'étude modèle marchandise. C'est une bonne transition avec la suite. C'est pas le panneau que je voulais. Tu veux lequel? De l'intermédiaire, avec les thèmes présentés. Oui. En fait, on vous propose de pouvoir retrouver ces thématiques. Alors,
que ce soit modèle marchandise, mutation chaîne de valeur, approche par la valeur client via la data, la RSE et les éléments un peu fondateurs d'une activation de la RSE, et puis sous le sujet techno et transformation. Donc, ces thèmes-là sont disponibles non seulement dans l'étude et font l'objet, si ça vous intéresse, de séquences qui leur sont dédiées au mois de septembre, donc sous exactement ce format de webinar. Et qui nous permettra du coup non pas de rentrer en profondeur dans la caractérisation des modèles gagnants, mais vraiment de rentrer en profondeur avec vous sur ces thématiques. Et donc pour être tout à fait concrète, le 9 septembre, on a une séquence qui est dédiée à la culture, au modèle marchandise et à la RSE. Et puis le 11 septembre, une séquence dédiée à la valeur client, l'innovation et la culture, avec un choix de notre part d'avoir mis la culture dans les deux séquences, parce que c'est un sujet vaste et inspirant et qu'on voulait absolument aborder sous plusieurs angles avec vous. Voilà, donc malheureusement, je vois qu'il est 19h02, donc on ne va pas ouvrir ces sujets-là avec vous maintenant. Le but était vraiment de se focaliser sur la caractérisation des modèles et vous démontrer à quel point le champ des possibles est vaste et à quel point on a des modèles divers qui trouvent tous leur résonance économique, et puis de laisser l'investigation des thèmes et le partage des thèmes dans un second temps. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à rallumer vos micros, pouvoir interagir avec nous, alors soit de vive voix, soit sur le fil de la conversation. On est disponible pour vous dans une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes si vous le souhaitez, à votre entière disposition. Merci à tous de votre attention. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Il y a une question au milieu là pour les modèles violents. Je pense que pour les modèles qui se lancent ou les modèles qui se relancent, je pense qu'on a je pense que c'est une des grandes leçons de l'étude, hein, c'est qu'on s'aperçoit, en tout cas pour avoir approfondi cette question-là avec un certain nombre de nos contributeurs fondateurs, et donc qui à un moment ou un autre de leur vie se sont lancés. Je pense que en fait, tous les choix, enfin toutes les voies, alors premièrement, c'est toutes les voies commerciales sont possibles, hein, donc je pense qu'il y a absolument, et je pense que la seule chose qui est vraiment importante, en tout cas en termes d'enseignement, c'est que dès que possible, il faut hybrider. C'est-à-dire que même si on démarre digital native, en fait, il y a un moment où il y a un véritable intérêt à basculer dans le physique, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Le deuxième élément dans le cadre d'une réflexion de création, c'est vrai que et je vous invite à écouter la séquence qui va être dédiée aux marques de création la semaine prochaine, où Sylvie notamment décortiquera les modèles comme viennent de le faire Grégoire et Igor. En fait, on voit bien que les premières étapes, c'est des étapes très entrepreneuriales où on n'est plus dans le renoncement ou la frugalité, on est complètement dans l'idée du mieux à zéro coût. Donc, il y a cette part de risque, de folie et je dirais d'agilité 24 heures sur 24. Et puis, je pense que le dernier volet, et là, je suis beaucoup plus, c'est qu'il y a une question claire et nette aujourd'hui de financement et de capacité à pouvoir s'adosser à un socle suffisamment solide, et où la culture du cash, elle doit est une absolue nécessité. Et on le voit bien dans les enseignements post-Covid. Et une fois de plus, quel que soit le segment de marché, quelle que soit la taille de l'entreprise, la crise n'a pas du tout été traversée par la même façon pour ceux qui avaient ce que j'appelle la culture du cash versus ceux qui l'avaient moins. Je pense que là, pour le coup, il y a eu un vrai décalage de résilience. J'ajoute, Céline, si je peux me permettre, à tous ces points, un point extrêmement important et que tu as souligné tout à l'heure, c'est la qualité qui est en fait le fil conducteur de tous les modèles gagnants, et la qualité tout au long de la chaîne. C'est la qualité depuis la création du produit jusqu'à la qualité du produit livré, la qualité d'exécution, la qualité des équipes. Et ça, c'est un vrai point d'attention permanent pour les modèles gagnants.
Et c'est vrai que ça revient énormément sur la notion de maîtrise des fondamentaux et qualité d'exécution. En fait, il y a une forme un peu de back to the basic, en fait, au fond, en se disant, au fond, on a des marques qui, à un moment, se sont enrichies de fonctions importantes et qui ont peut-être pu perdre une forme de simplicité et de puissance dans des exécutions de choses assez fondamentales. Donc ça, c'est vraiment important. Puis je complète par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, par rapport à des thématiques que sont RSE, approche par la valeur client et modèle marchandise. Ce qui est très important comme enseignement, et c'est pour ça qu'on a fait une rubrique premier pas, c'est que ce sont des thèmes qui ne sont pas l'apanage des plus grands de ce monde, qui ne sont pas l'apanage des marques qui sont adossées aux fonds d'investissement les plus puissants de ce monde. Et on s'aperçoit qu'on a des voies extrêmement simples et extrêmement agiles qui permettent aussi pour toutes les marques d'avancer sur ces sujets. Et évidemment, il faut faire des choix, il y a des priorisations à faire. Aujourd'hui, on renonce à des projets parce qu'on n'a plus les moyens de tout faire en même temps. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même cette culture des petits pas et du test and learn qui fait qu'on a dans des équipes qui sont riches en personnes et qui peuvent aussi prendre, entre guillemets, un certain nombre de sujets avec ce droit à l'erreur qui incombe à tout le monde. Et donc, j'insiste là-dessus parce que RSE, data et modèle marchandise, il y a énormément d'actions très court terme et très simples qui sont activables et qui permettent aussi de rentrer dans des courbes d'apprentissage. Et donc, pour répondre à votre question, dans une jeune marque, je pense qu'une approche par la data, c'est aussi un élément de différenciation très fort si elle est prise nativement. Voilà. Savez-vous que pour attirer les capitaux internationaux et la recamisation, casser progressivement les coûts de production, les coûts de travail, ce qui entraîne un appauvrissement des Français, qu'on poursuit cette baisse des coûts afin de nous... je pense enfin, je sais pas si Clarisse ou Pierre-François veulent répondre à cette remarque. Je pense qu'on a aujourd'hui un enjeu de relocalisation qui est posé et qui aujourd'hui est missionné. Je ne suis pas sûre que le corollaire, ça soit la baisse des coûts. Mais... Oui. Clarisse, on t'entend mal. Je veux dire, le gouvernement va casser progressivement les coûts de production, le coût du travail. Je ne vois pas ce qui permet d'affirmer ceci. C'est vrai qu'on a un coût du travail en France extrêmement élevé compte tenu des charges sociales. Donc, on peut peut-être aussi imaginer là-dessus qu'on lutte plus efficacement contre la fraude sociale et les abus, j'allais dire, de toute une série de personnes qui bénéficient effectivement d'aide sociale, alors que normalement il n'y aurait pas droit. Mais je trouve que, voilà, enfin, je ne vois pas en quoi on peut affirmer ça aujourd'hui. On est loin d'aligner les coûts sur les coûts des pays émergents, et puis parallèlement en Chine, on voit les coûts augmenter. Donc, c'est d'autres sujets. Isabelle, donc juste par rapport à la partie data, par la valeur client, ce que j'évoquais très concrètement, c'est effectivement la capacité à pouvoir… On voit bien que dans les éléments de différenciation très forts, et là, je reviens volontairement sur votre segment de marché, qui est un segment de marché où il faut créer de la désirabilité, de l'appétit, un lien affinitaire très, très fort avec ses clientes. Et on voit bien que les success stories, alors qu'elles soient françaises ou internationales, DNVB ou hybridées, ont absolument réussi à créer cette dynamique-là dès le départ. En fait, ça se base sur, premièrement, une capacité à créer une communauté. Mais je dirais qu'une fois créée cette communauté, tout l'enjeu, c'est de dire, au fond, je pilote cette communauté, je pilote cette data client pour, au-delà de maîtriser les niveaux de fréquentation, j'en fais véritablement un outil opérationnel et d'aide à la prise de décision, que ce soit d'ailleurs sur l'offre. Et aujourd'hui,
On a vraiment une imbrication de plus en plus forte de l'intégration de la data client dans la réflexion de la construction d'offres. Et c'est un des éléments, ce qui n'enlève rien, en rien l'envie de jouer à plein la créativité et le détachement par rapport à des besoins clients. Et puis, deuxièmement, c'est aussi de prendre cette data client comme un élément de pilotage des fameuses cohortes pour bien piloter l'attrition, le recrutement, etc. Et puis surtout, piloter l'investissement en termes d'acquisition. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a une inflation terrible des coûts d'acquisition online qui pousse d'ailleurs certaines marques à mixer à un moment parce que le coût d'acquisition est trop fort. Et donc, cette data client, elle va permettre de mieux cibler le type de référencement et donc le retour sur investissement des coûts d'acquisition. Donc, je dirais que c'est multi-usage, si je peux me permettre. C'est au-delà d'un programme, d'une logique de CRM qui vise à piloter la relation client. C'est vraiment une data qui va permettre l'aide au choix et l'aide à l'investissement. Voilà. Et qui implique des compétences nouvelles dans les organisations et puis qui implique aussi des nouveaux indicateurs à piloter quasiment sur une maille quotidienne. En tout cas, Isabelle, si vous êtes une jeune marque ou dans une optique de création, je vous invite à lire l'étude parce qu'elle a été aussi faite et pensée et demandée ainsi par les fédérations. Elle est aussi à destination des jeunes créateurs, des porteurs de projets, des jeunes marques. Et il y aura au fil de l'étude des fiches pratiques, des outils, des références qui vous aideront beaucoup, je pense, dès le plus jeune âge de votre marque. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques qu'on pourrait prendre pour les 2-3 minutes qui nous restent? Merci pour les compliments, en tout cas, c'est sympa. Mais écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, vous êtes évidemment tous très chaleureusement invités les 9 et 11 septembre et puis chaleureusement invités à faire de ces quelques pages, quelques dizaines de pages, une belle lecture estivale qu'on veut en tout cas positive et inspirante pour vous tous. Voilà. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci.